Ils sont deux auteurs, l'un d'entre eux que j'ai déjà lu, l'autre que j'apprends à découvrir et qui semble être fort respecté. J'aimerais inviter tout d'abord Vincent Geloso à se joindre à nous. Il va venir nous présenter donc du grand rattrapage au déclin tranquille. Monsieur Geloso. Est-ce que mon power... OK. Excellent. Est-ce que j'ai même une télécommande? Ah, c'est magique, ça. C'est magique. Ouais, je me sens fancy quand j'ai une télécommande, là. Ouf! Je suis presque excité. Est-ce qu'on va juste voir si ça marche bien? Ah, parfait. Parfait. Bon, écoutez, premièrement, petite chose par parenthèse rapide. Mme Pellerin a mentionné tantôt le cas d'un gouverneur, d'un président américain qui a fait un veto sur un plan de support aux agriculteurs. C'est une belle introduction pour un morceau de mon livre. Puis je pense que je vais j'ajouter à ce qu'elle a dit. C'était Grover Cleveland, qui était président au 19e siècle. Le projet, c'était effectivement 10 millions. Ça a été mis en veto. Et pendant qu'ils étaient en train de représenter une nouvelle version à la Chambre des représentants, 41 millions de dollars avaient été soulevés. Je connais l'histoire américaine par cœur, je m'excuse de tout ça. Mais 41 millions de dollars avaient été soulevés de manière privée. Puis le président a fait un veto la deuxième fois. Il dit, bien, les montants ont déjà été élevés. Donc, c'est un peu une belle histoire, mais ça fait partie un peu de la narrative que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour commencer, vous avez un peu mon plan, puis c'est une série un peu chronologique. Et la meilleure place pour commencer, étrangement, c'est 1982, alors que la romancière Anne Hébert obtient le prix Femina pour son œuvre « Les Fous de Bassan », qui relate l'histoire d'un meurtre commis sur la Côte-Nord à l'époque de la dite Grande Noirceur. Ce roman est une parfaite illustration de l'image que nous nous faisons aujourd'hui du Québec des années 40 ou 50, sous-développé, pauvre et ignorant. Les manuels d'histoire nous proposent, tout comme le roman d'Anne Hébert, la même vision sombre et négative de cette période de notre histoire qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 1960. Époque triste marquée par la censure, le retard culturel, la Grande Noirceur fut suivie, soutient le préjugé populaire, d'un âge d'or appelé tout aussi dramatiquement la Révolution tranquille, expression devenue synonyme de libération sociale et culturelle. Difficile de trouver contraste plus frappant que ces deux étiquettes simplificatrices mais séduisantes. Grande Noirceur, Révolution tranquille. Pendant la Grande Noirceur, l'État intervenait peu dans l'économie, les travailleurs, mal défendus par des syndicats, ennemis du régime Duplessis, exploités par des capitalistes étrangers. Toute puissante, l'Église gérait les écoles et les hôpitaux sans avoir de compte à rendre. Elle régnait sans partage sur les corps et les esprits. Et puis vint la Révolution tranquille. L'État devient interventionniste, surtout en économie. Il chasse l'Église des institutions publiques et c'est lui désormais qui gérera l'éducation et la santé. C'est au cours de la Révolution tranquille et grâce à l'extension du rôle de l'État, prétend la légende, que le Québec réussit à se moderniser et à se développer. Cette vision est profondément gravée dans nos esprits. C'est notre mythologie historique, notre moment fondateur, et il est difficile de s'en départir, presque dangereux de la contredire. Et maintenant, je vais vous proposer ce qu'un économiste fait naturellement. Qu'est-ce que les statistiques disent? Est-ce que cette narrative tient la route? Et la réponse, puis ça, c'est 4 ans de recherche universitaire, un effort qui a été gigantesque pour moi. Je parle à peu près de milliers d'heures que j'ai mis dans ça pour mon premier livre universitaire. Et la réponse, c'est absolument pas. Pendant des décennies, les historiens québécois ont ignoré la puissante contribution qui pourrait jaillir de la science économique, de l'utilisation des méthodes statistiques et quantitatives. Grâce à ces outils, nous pouvons connecter le monde des idées à celui des actions, pratique pourtant très présente chez les historiens économiques allemands, britanniques, italiens, américains, et pourtant ignorée au Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec, jusqu'aux années 40, était une société en déclin. C'était une société, en fait, qui stagnait relativement aux autres. Et c'est une question de relativement aux autres places dans le monde, au reste du Canada. Est-ce qu'on rattrapait ou est-ce qu'on refermait l'écart? Et le problème, c'est qu'alors que le Canada réussit, sur ce graphique-là, comme vous le voyez, à rattraper rapidement le reste du monde industrialisé, les États-Unis et la Grande-Bretagne à cette époque-là, le Québec est incapable de le faire. Le Québec, à l'intérieur du Canada, on le voit dans tous les indicateurs, perd du terrain. En fait, le déclin se continue jusqu'aux années 40 et ça nous indique que
En fait, le Québec est une société qui n'est pas capable de s'industrialiser aussi rapidement et de se développer à une vitesse qui est égale aux autres parties de la société canadienne. En fait, même selon les statistiques les plus favorables à la logique qu'on présente normalement, même ceux, par exemple, de Pierre Fortin, qui est un des économistes que je me retrouve à interagir beaucoup avec, même l'argumentaire le plus favorable à sa position montre une stagnation du Québec, c'est-à-dire que le Québec n'est pas capable de rattraper le reste du Canada à cette époque-là. Et ça, on parle juste d'économie, mais ça va aussi à l'éducation. En 1901, le Québec était mieux éduqué que l'ensemble du Canada. Le Québec avait une avance éducative sur le reste du Canada. Les francophones avaient plus de scolarité moyenne, avaient plus d'avantages sur les Canadiens, et tout au long de la première partie du 20e siècle, le Québec a perdu du terrain en matière de scolarité. Ça nous amène à 1945, après la guerre. Puis en fait, il faut dire une chose, même en matière de santé, la santé des Québécois diminuait. La mortalité infantile avant 1940 a quand même diminué au Québec, mais elle a diminué 50 % plus lentement qu'en Ontario ou que dans les autres pays industrialisés. Donc le Québec ne réussissait pas, dans une époque de développement rapide, à rattraper les autres pays. Donc, après 1945, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un changement? Et la réponse, c'est oui. On voit ici, on revient à l'économie, le Québec rattrape rapidement l'Ontario, commence à se développer, commence à faire un rattrapage important, peu importe les indicateurs qu'on regarde, le Québec, économiquement, rattrape. Ça, le graphique qui est là, c'est le revenu des Québécois relativement à celui des Ontariens, et si la courbe monte, ça veut dire que le revenu des Québécois augmente plus vite que celui des Ontariens. Et même si je prends les indicateurs qui tiennent compte, par exemple, de la taille des familles, parce que quand on a une famille plus large, par exemple, ce qui était le cas au Québec, les familles peuvent acheter en gros, donc ils ont des économies d'échelle. Vous achetez de la nourriture pour 5 enfants, ça coûte moins cher que d'acheter de la nourriture juste pour un. Fait que si on tient compte de la taille des ménages, non seulement le Québec rattrape vite le reste du Canada, mais la richesse des Québécois est sous-estimée, puis même la vitesse de rattrapage est sous-estimée. On voit un rattrapage important de l'économie québécoise face au reste du Canada. Et ça va même au-delà de l'économie. Ça va dans l'éducation. Là, on voit, ça, c'est la participation des enfants qui étaient vraiment à l'école, qui étaient à l'école tous les jours et qui y allaient. C'est encore le Québec, relativement au reste du Canada ou à l'Ontario. Puis ce qu'on voit, c'est que tout le long des années 20, il y a une diminution sans cesse, et ça stagne dans les années 30. Mais à partir des années 40, on voit un rattrapage qui commence à s'effectuer. Le Québec commence à rattraper le terrain qu'il avait perdu, et c'est un début de la fréquentation à long terme des francophones. Les francophones vont à l'école plus longtemps. En fait, quand on regarde, la persévérance scolaire, ça, c'est le pourcentage des gens qui étaient à l'école secondaire et qui devaient y être. Si on prend le groupe de gens qui devaient être à l'école secondaire en 1945, il y avait juste 27 % des Québécois qui allaient à l'école secondaire. 15 ans plus tard, on parle de 67 %. Regardez la différence entre l'Ontario et le Québec. Ça, c'est la différence à quel point elle a diminué en l'espace de 15 ans. C'est gigantesque comme progrès, et pourtant, peu d'historiens ont voulu le noter, ce progrès considérable que le Québec a vécu. Et quand on tient compte, et ça, c'est la statistique que ça m'a pris des heures à compiler parce que ça se fait avec les recensements, c'est le nombre d'années de scolarité que les Québécois ont atteint relativement aux autres. Vous le voyez, sans cesse, le Québec rattrape. Et l'écart éducatif du Québec se referme. Et c'est un écart qui se referme rapidement. Même en matière d'université, ce qui se passe, en 1951, notre proportion de gens qui avaient des diplômes universitaires était équivalent à 70 % de celui de l'Ontario. 10 ans plus tard, c'était 85 %. C'est un bond de 15 points en 10 ans. Et le niveau de 1961, et ça c'est un morceau important de l'histoire que je vous compte, le niveau qu'on avait relativement en 1961 a été le niveau le plus élevé qu'on n'a jamais atteint de l'histoire du Québec. Depuis, le chiffre n'a pas dépassé celui de 1961. Pardon? Je vais le répéter avec plaisir. On a une proportion de gens plus élevée. En 1961, 85 %, on avait l'équivalent de 85 % de gens qui avaient été à l'université relativement à l'Ontario. Aujourd'hui, c'est moins qu'en 1961, au début de la Révolution tranquille.
Alors maintenant, c'est un changement dramatique dans l'histoire du Québec. Pour l'ensemble, en fait, de l'histoire économique du Québec, partant de la conquête des Anglais jusqu'à maintenant, le Québec évolue au mieux en parallèle avec le reste du Canada et ne referme pas l'écart de richesse qu'il a. Et c'est après la guerre qu'il y a un changement important qui se passe. Et c'est là que je brise avec l'économiste qui est en moi et que j'essaie d'intégrer un nouveau courant en économie qui est celui de la nouvelle économie institutionnelle. Simplifier, ça veut dire d'intégrer le rôle de la culture, des attentes, des comportements individuels et des préférences des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, laissez-moi revenir un peu en arrière. Pendant longtemps, les historiens québécois se sont battus à savoir à quel point les Québécois étaient attardés. L'hypothèse fondamentale, c'était que les Québécois étaient attardés. Ça a toujours été l'hypothèse, alors qu'on ne s'est jamais posé la question de c'était quoi les incitations qui étaient produites pour les Québécois. Ça a été le problème. Et toute la logique, c'était que les Québécois étaient hostiles à la mentalité de l'industrialisation, à la mentalité du capitalisme à la base. Mais la seule différence, c'est que, ça c'est l'ensemble de 4 ans de recherche, c'est que les institutions québécoises ne produisaient pas des incitations favorables au développement économique. En fait, ce n'étaient pas les mêmes. Les familles étaient plus larges au Québec parce que des politiques publiques avaient limité l'accès à la terre. Et donc, les familles étaient plus larges parce que c'était une manière de faire des fonds de retraite. Pour eux, le nombre d'enfants était garanti de la survie financière à long terme. Ça décourageait la capacité d'épargner, donc il n'y avait pas de capital disponible pour les industries canadiennes françaises. Encouragé par l'Église dans un contexte, puis l'Église est un acteur rationnel qui cherche à défendre ses intérêts comme n'importe quel groupe d'entreprises qui cherche à protéger son statut. Encourageait un contexte de fermeture sur les marchés internationaux. L'Église était le principal défenseur du protectionnisme économique au Québec, un des grands défenseurs de la politique nationale des conservateurs, donc d'imposer des tarifs à l'importation pour fermer les industries à la concurrence, ce qui a appauvri énormément les Québécois d'à peu près 1,5 %, selon une étude universitaire que je publie dans Journal of un journal complexe. L'Église et les élites nationalistes réfractaires à l'industrialisation adoptent des politiques publiques contre le développement industriel et l'urbanisation, notamment en favorisant par des subventions gigantesques à la hauteur de 10 % du budget de l'époque pour coloniser les régions étrangères du Québec, même si les terres agricoles là-bas étaient de moins bonne qualité, privant ici les industries en ville des travailleurs dont elles avaient besoin. Et après ça, les contrôles de l'Église, afin d'assurer son monopole sur les écoles, ont nui beaucoup à la capacité des écoles canadiennes françaises d'améliorer l'éducation. Et ça a généré un climat culturel où c'est que les attentes des gens étaient différentes de celles des anglophones ou des protestants du reste du Canada, mais c'était le résultat d'institutions publiques qui avaient façonné la culture québécoise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ensemble, même s'il y avait un paquet de politiques publiques nuisibles, le Québec était relativement libre. Et une culture ne peut pas être un facteur déterminant à long terme pour l'évolution d'une société. La culture ne fait qu'amplifier ou tempérer des incitations en place. Et on a juste à penser comment la culture peut changer radicalement à partir d'une seule idée. Je vais prendre l'exemple de John Rockefeller aux États-Unis. Invente le pétrole pas cher, le prix diminue sans cesse pour le pétrole, et depuis, après, Henry Ford peut inventer l'auto, on peut inventer l'acier à bas prix par Andrew Carnegie, on réussit à avoir le plastique, on réussit à avoir les radios, on réussit à avoir les télévisions. Et qui peut dire que l'invention d'un seul homme, c'est que « ideas have sex », this is the expression, que les changements deviennent radicaux et qui pourrait nier aujourd'hui que l'invention de John Rockefeller n'a pas changé la culture américaine au complet? Mais c'est ça que j'essaie de dire. Tant qu'il n'y a pas de barrière, les institutions informelles évolueront selon les préférences des individus. Et la phrase de mon économiste préféré, c'est drôle que je vais le mentionner, une petite parenthèse, c'est une économiste qui est née homme, qui a changé de sexe dans sa vie, qui est devenue une femme, et qui est Deirdre McCloskey, qui est une économiste ultra-libérale, qui croit à l'entreprise privée, et s'est reconnue comme une des potentielles nobelisables pour la qualité de ses travaux, justement, en histoire économique, et l'originalité de sa pensée qui intègre, justement, la culture. Puis c'est ça qui se passe après la guerre au Québec. On voit l'arrivée importante des francophones dans les villes. Jusqu'aux années 40, les francophones n'étaient pas majoritairement en ville. Les villes étaient l'apanage des anglophones.
On voit l'arrivée des radios dans les maisons, les télévisions, les téléphones, les médias écrits, les femmes qui se libèrent grâce à l'arrivée des appareils ménagers, qui se libèrent des tâches ménagères et qui commencent à entrer en quantité importante sur le marché du travail. C'est oublier l'Expo 67, là. La véritable ouverture des francophones sur le monde qui ont changé leurs attentes, c'était l'après-guerre. Toutes leurs attentes ont changé. Et ce qui est important dans tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de barrière à l'expression de ça, à l'expression des changements de préférence des gens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a enlevé des barrières. En fait, il a enlevé énormément de barrières. Les francophones, tellement que les barrières étaient enlevées, au lieu d'être 30 des francophones dans le monde de l'agriculture, bien, c'est seulement 12 des francophones en 1960 qui travaillent dans le secteur primaire en général, pas juste l'agriculture, là, tout le secteur primaire. Les francophones rentrent dans un monde nouveau et les anciens francophones qui étaient dans le secteur manufacturier, qui étaient des ouvriers, deviennent des employés dans le service et deviennent les premiers entrepreneurs industriels francophones dans la construction, dans la finance, l'industrielle alliance, un paquet de groupes. Et c'est un dynamisme très, très documenté. J'ai 60 graphiques dans le livre qui documentent tout ça. Et l'Église, qu'on pense toute puissante, perd complètement son emprise à ce moment-là. La plus grande partie de l'érosion du pouvoir de l'Église commence à cette époque-là. Les parents commencent à s'impliquer dans le monde de l'éducation, commencent à s'impliquer beaucoup plus dans l'éducation de leurs enfants, et donc questionnent de plus en plus les curés. Les familles deviennent de plus en plus petites parce que les femmes ne veulent plus autant d'enfants. Les revenus qui ont augmenté font en sorte qu'un enfant demande un sacrifice plus important, et au lieu de se dire « un enfant, c'est un investissement pour ma retraite », excusez-moi, Amazing Grace se met à jouer. Au lieu d'être un investissement dans ma retraite, c'est un investissement dans la qualité puis dans une relation amoureuse avec les parents. Et quand on regarde les livres, justement, plus d'histoire sociale, on remarque même une évolution du mariage au-delà d'une institution économique et vers une institution beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus émotionnelle, parce que les gens maintenant détachent du fonctionnement quotidien économique le mariage pour en faire une institution vraiment d'affection et de compassion. Les divorces aussi augmentent parce que les femmes ne se retrouvent plus coincées dans des mariages justement économiques et elles se remarient. Les mariages aussi diminuent, les enfants illégitimes augmentent, donc des unions libres où, par exemple, vous vivez avec votre conjointe et vous avez un enfant puis vous refusez juste de vous marier, ça augmente. Les enfants, non seulement ça, arrivent plus tard dans la vie des femmes, donc les femmes commencent à contrôler les naissances. Et une manière de voir ça, c'est qu'au Québec, à cette période-là, un des produits les plus intéressants en demande, c'est la vente de condoms, qui augmente beaucoup plus vite que n'importe quel autre bien. Parce que les familles commencent à se mettre à planifier leur vie sexuelle. Donc, parce qu'il y a un changement de préférence, mais il n'y a toujours aucune barrière à ça. Et c'est ça que. Ça, c'est deux graphiques, ça, c'est les deux explications. Et ça c'est pour vous montrer à quel point il n'y avait pas de barrière, ça, c'est le fardeau fiscal du Québec relativement aux autres places dans le Canada. Regardez, si vous êtes en haut de la ligne, là, ça veut dire que le Québec était plus taxé. Si c'est en bas, ça veut dire que le Québec était moins taxé. Remarquez que la ligne orange, là, c'est les États-Unis. Est-ce que vous réalisez que ce que ça veut dire, c'est que le Québec, alors que maintenant on dit que c'est la place la plus taxée en Amérique du Nord, à l'époque, c'était la place la moins taxée en Amérique du Nord, c'était un des districts les plus fiscalement compétitifs en Amérique du Nord. La dette publique, bon, ça c'est mon graphique préféré par ailleurs. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Parce que sérieux, je n'ai jamais vu une courbe qui baisse comme ça depuis beaucoup trop longtemps. On parle d'à peine 2 de l'économie. À ce moment-là, la dette du Québec, 30 de la dette est détenue dans un fonds des générations à 30 par des titres obligataires qui rapportent plus que les coûts d'intérêt sur la dette. Il y a un vrai fonds des générations, vraiment. Le Québec rembourse sa dette systématiquement. Et ça, c'est les dépenses publiques du Québec, relativement au reste du Canada. En bas de la ligne, ça veut dire que le Québec dépense moins qu'ailleurs. En haut de la ligne, ça veut dire qu'il dépense mieux. Est-ce que vous voyez que le Québec était... Oh, il dépense moins. Attends, ça ne fait pas avec la narrative qu'on s'est faite. Le Québec rattrape le reste du Canada dans une période où l'État intervient moins qu'ailleurs. Et c'est un rattrapage considérable. Les changements de préférence des Québécois ne sont pas bloqués par l'État. Il n'y a que des institutions informelles,
n'ayant pas de monopoles légaux, qui sont forcés d'évoluer. C'est ça qui s'est passé à cette époque. Et ça nous mène à la Révolution tranquille. Le vrai test de la Révolution tranquille consiste à savoir si elle a accéléré le rattrapage du Québec, l'a décéléré ou l'a renversé. La réponse, c'est qu'au mieux, elle n'a pas accéléré le rattrapage du Québec face au reste du Canada. C'est pour ça que je vous dis quelle révolution. Ça, c'est le premier graphique du grand rattrapage que je vous ai montré tantôt, mais continue jusqu'à 1975. Est-ce que vous voyez une accélération du rattrapage du Québec? Tous les indicateurs montrent que c'est une ligne droite relativement. La tendance est la même. Le Québec rattrape à la même vitesse, même si le Québec devient une orgie dépensière, aussi que les dépenses augmentent par année 2,1 % plus vite qu'ailleurs au Canada, et c'est généralement très élevé, et même que cette croissance-là, et ça, c'est le cas le plus positif pour le Québec. Ça, c'était jusqu'en 1975. Si après, je continue jusqu'à maintenant, la ligne verte, là, ça, c'est la mesure la plus réelle de notre niveau de vie. C'est une ligne droite, là, parce qu'on n'a pas rattrapé depuis 1976. On est au même niveau relativement au reste du Canada, même on en a perdu un tout petit peu. Mais les deux courbes en haut, là, ça, c'est notre niveau de vie grâce aux transferts fédéraux. Le vert, c'est ce que nous, on produit par nous-mêmes. En haut, le 3/4 de ça, ça, c'est les tests statistiques. Je ne vous les ai pas mis parce que ça va être lourd, mais c'est dans des papiers que je publie. Ça, c'est l'effet des transferts fédéraux. On dope notre niveau de vie considérablement. Mais en fait, quand on tient compte des vrais ajustements à faire de la qualité de vie des Québécois, et je reviens à l'exemple de tenir compte de la taille des familles, parce que quand on a une famille plus grosse, les dépenses d'une famille ne sont pas, plus on a de membres dans la famille, plus les dépenses augmentent moins rapidement. Les familles québécoises se sont brisées massivement, beaucoup plus rapidement qu'ailleurs au Canada, alors que le Québec avait des familles beaucoup plus grosses en 1960. Elle a maintenant des familles beaucoup plus petites qu'ailleurs au Canada. Et l'effet, c'est que quand on tient compte de la taille des familles, puis je n'essaie pas de dire que ce n'est pas nécessairement bon ou que c'est nécessairement mauvais, ce qu'il faut tenir compte, c'est justement la taille des familles, dans la capacité réelle des ménages d'acheter quelque chose, leur vrai niveau de vie. Est-ce que vous voyez une augmentation depuis 1961? Non, il n'y en a pas. Le niveau de vie des Québécois, relativement aux autres, est resté le même. Et on s'est enrichi, là, comprenez-moi. On n'est pas plus riche qu'en 1961. On ne voudrait pas revenir en arrière. On est nettement meilleur maintenant. Mais c'est que relativement aux autres, on n'a pas fait aussi bien que la Révolution tranquille, la narrative de la Révolution tranquille nous prétend. Et ça, c'est la statistique dont je vous parlais pour l'éducation. Ça, c'est le pourcentage des diplômés universitaires qu'on avait au Québec relativement au reste du Canada et à l'Ontario. Regardez, là, on a perdu du terrain relativement en 1961. On est en moins bonne posture après la Révolution tranquille qu'au début de la Révolution tranquille. Notre population a moins de diplômes universitaires qu'ailleurs au Canada, et alors qu'on en avait presque, on était moins en retard en 1961, alors que l'État se mettait à intervenir massivement. Ça, c'est le graphique qui nous en dit le plus possible sur l'héritage de la Révolution tranquille. Le Québec s'est développé entre 1960 et aujourd'hui. Je ne veux pas le nier. Il y a eu des avancées importantes qu'il faut apprécier, notamment, je pense aux lois de 1964 sur le droit des femmes qui donnaient finalement la liberté contractuelle pour les femmes, mais aussi de circonscrire le rôle de l'Église dans plusieurs domaines. C'était des choses qui devaient être faites, mais ça aurait pu, à certains égards, ça aurait pu être fait autrement, parce qu'il y a plusieurs choses de comment on l'a fait avec la Révolution tranquille qui nous a imposé des hypothèques gigantesques sur notre développement futur. Et il y en a 4. La dette qui explose, le niveau de vie du Québec dopé par les transferts fédéraux, un fardeau fiscal plus élevé qu'ailleurs en dépit du fait qu'on a des transferts fédéraux, et des groupes d'intérêt imbriqués dans le fonctionnement d'État qui dégradent le capital social duquel nous avons construit en communauté. Ça, c'est les transferts fédéraux dont je vous parle. La ligne bleue, là, c'est la première série que j'ai pu compiler. Vous voyez là, que c'est terriblement mineur jusqu'aux années 60. Et regardez à quel point ça augmente dans les années 70, pendant la Révolution tranquille. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces transferts-là sont calculés dans notre niveau de vie. Fait que quand les gens disent qu'il y a eu un rattrapage important pendant la Révolution tranquille, la grande partie, ça vient du fait que le reste du Canada finançait notre rattrapage.
C'était pas un rattrapage basé sur de la productivité, puis des gains d'efficacité, puis d'entrepreneuriat. C'était un rattrapage basé sur la taxation des autres Canadiens pour notre activité économique. La dette publique, et ça, c'est l'estimation la plus conservatrice que je peux faire de la dette publique, estimée dans le temps de manière fiable. Ça, c'est la belle courbe qui descend. Ça, c'était la période dont je vous parlais avant. La belle courbe qui monte après, ça, c'est la Révolution tranquille. C'est l'après-Révolution tranquille. C'est le règne de Jean Charest, supposément néolibéral, dont vous voyez que ça commence à remonter après le règne étrangement bien géré des péquistes, qui a quand même réduit la dette relativement à l'économie pendant quelques années pour un bref et trop court moment. Et ça, c'est nos dépenses publiques. Moi, encore une fois, je voudrais juste porter attention à la grande révolution néolibérale qui est supposée s'être produite à la fin du régime de Jean Charest. Je trouve ça très intéressant de mettre ça en perspective. Je trouve ça un peu comique. En gros, qu'est-ce que j'essaye de dire? Bien, c'est que les forces de la modernisation au Québec s'étaient déployées bien avant 1960. Ce n'est pas l'État qui a fait naître le rattrapage du Québec. Il ne l'a pas accéléré non plus. En fait, à plusieurs égards, il l'a ralenti. Et on a hypothéqué notre développement énormément. On aurait pu réussir les morceaux corrects de la Révolution tranquille sans saccager notre héritage. Et ça, c'est probablement un commentaire. Ici, c'est le seul commentaire politique que je vais me permettre, parce que ma recherche peut s'adresser à des gens de gauche comme elle peut s'adresser à des gens de droite. On a saccagé notre héritage. Pour essayer d'écrire l'avenir, on a effacé notre passé. On a voulu détruire un paquet d'institutions privées au lieu de les circonscrire. Les institutions informelles des Québécois se déplaçaient de l'Église vers les coopératives, vers les associations d'amis, vers les formations de parents, les conseils d'établissement. Tout ce côté communautaire-là qui est apparu. Et la Révolution tranquille, en faisant naître un État obèse qui distorsionne les incitations des gens vers la recherche d'une rente produite par l'État, au lieu de vers l'interaction libre et communautaire, on a perverti les incitations des gens. Les syndicats, au lieu d'être une association libre de travailleurs qui essayent d'améliorer leur qualité de vie, c'est devenu des associations corporatistes qui grugent le capital social qu'on a dans notre communauté. On a détruit une grande partie du filet social informel. Il y a tout un chapitre dans le livre sur la charité, sur à quel point la charité s'est dégradée au Québec, le volontariat. Et ça a créé un isolement important des Québécois relativement à leur communauté. Ça se mesure notamment par le taux de criminalité contre la propriété, qui était avant plus bas qu'ailleurs au Canada et qui est maintenant plus élevé. Une augmentation du taux de suicide, alors que le Québec était la place avec le moins de suicides au Canada, qui est maintenant la place avec un des plus hauts taux de suicide. On a créé une sorte de... Jaillit prendre Durkheim parce que je le déteste comme sociologue, puis je trouve que c'est une merde, ce gars-là. On a complètement créé une anomie des Québécois, mais ça, c'est à cause de ce que notre Révolution tranquille nous a traduit, sans nécessairement qu'elle soit venue avec les quelques bons côtés qui sont venus avec tellement d'hypothèques, qu'on devrait peut-être se questionner aujourd'hui sur comment est-ce qu'on construit notre narrative historique et comment est-ce qu'on fait nos politiques publiques en se basant sur cette narrative-là. C'était la seule conclusion politique que je voulais vous donner. Je pense que n'importe qui pourrait prendre les conclusions de mon livre, gauche ou droite, et tirer des conclusions de politique publique relativement cohérentes à leur position, même si personnellement je suis un libéral classique. Je pense que cette œuvre-là devrait former, et j'espère que vous allez la communiquer, devrait former la base de nos discussions lorsqu'on parle de où on vient, qu'est-ce qu'on est comme peuple et où est-ce qu'on devrait aller. Merci.